Et si les grands débats politiques d'aujourd'hui avaient, en fait, commencé il y a plus de 2000 ans? Dans cette analyse, on va voir comment les idées de l'Antiquité, loin d'être de la simple poussière de musée, sont bel et bien les fondations sur lesquelles notre monde est construit. Démocratie, république, tyrannie, voilà des mots qu'on utilise tous les jours, n'est-ce pas? Eh bien, ils ne sont pas juste apparus comme par magie, non, ils sont le résultat de débats enflammés, de révolutions et d'expérimentations politiques, parfois très audacieuses. Alors, on part pour un voyage dans le temps, direction les laboratoires politiques de la Grèce et de la Rome antique. Parce que ces civilisations, elles n'ont pas fait que construire des temples et des empires, hein. Non, non. Elles ont testé, elles ont échoué, elles ont réussi, et elles ont fini par créer des systèmes de gouvernance dont on est, aujourd'hui encore, les héritiers directs. Ok, alors voilà le plan. On va commencer par les tout premiers labos politiques, puis on fera un zoom sur l'expérience incroyable d'Athènes. Ensuite, on verra comment les philosophes, eux, ont essayé de dessiner l'état parfait sur le papier. Après ça, direction Rome pour voir leurs solutions, beaucoup plus pragmatiques. Et on terminera en voyant comment l'arrivée des grands empires a complètement changé la donne. Allez, on commence par le début. Notre histoire commence donc là, dans les cités-États grecques, qu'on peut vraiment voir comme les premiers laboratoires politiques de l'histoire. Et au cœur de tout ça, il y a un concept clé, la police. Attention, pour les Grecs, la police c'est bien plus qu'une simple ville. C'est le cadre indispensable de toute vie civilisée. Et ce qui est absolument fascinant là-dedans, c'est que c'est une inversion quasi totale de nos valeurs modernes. Pour eux, la cité passait avant les citoyens. C'était l'individu qui était au service de la communauté, et pas l'inverse. L'identité collective primait sur tout le reste, et elle se définissait par une chose, la participation active à la vie publique. Et parmi tous ces laboratoires, il y en a un qui va aller beaucoup plus loin que les autres, Athènes, avec une idée si radicale qu'elle allait finir par changer le monde. Alors attention, la démocratie athénienne n'est pas apparue d'un coup. C'est vraiment le résultat d'un long processus. Ça commence avec Solon, qui donne un vrai rôle aux citoyens pauvres dans la justice, puis Clisthène, qui lui fait de l'Assemblée du peuple le véritable centre du pouvoir, et enfin Périclès, qui va instaurer une paye pour les charges publiques, une idée géniale qui permettait concrètement à tout le monde de participer, même les plus pauvres. Mais il faut tout de suite mettre un gros bémol à cette belle idée de démocratie. Quand on regarde les chiffres, c'est assez parlant. Les citoyens avec tous les droits politiques, à peine 10% de la population. C'était un club très fermé. Il fallait être un homme libre, né de père et de mère athéniens, les femmes, les enfants, les étrangers qu'on appelait les métèques, et bien sûr les esclaves. Tout ce monde-là était complètement exclu de la vie politique. Et attention, il ne faut surtout pas faire l'erreur de penser que toute la Grèce était sur le modèle athénien. Loin de là. La grande rivale d'Athènes, c'était Sparte. Et là, on est dans un tout autre univers. Un régime oligarchique, dirigé par une élite guerrière, avec un seul mot d'ordre, la discipline. L'État avant l'individu, toujours. On a donc deux visions du monde radicalement opposées qui se sont développées côte à côte. Alors forcément, en voyant les avantages et les inconvénients de systèmes comme Athènes ou Sparte, les grands penseurs de l'époque, les philosophes, se sont posé une question un peu folle. Et si, au lieu de bricoler avec la réalité, on essayait de concevoir sur le papier un système politique parfait, un État idéal qui serait à l'abri des défauts humains? Et le premier à s'attaquer à ce projet monumental, c'est Platon, le grand idéaliste. Il imagine une république où tout est basé sur le mérite. En bas, on a les producteurs, les artisans, les fermiers, qui font tourner l'économie. Au-dessus, les gardiens, des guerriers d'élite qui protègent la cité. Et tout en haut, les gouvernants, les fameux rois philosophes, choisis parmi les meilleurs des gardiens, qui dirigent grâce à leur sagesse et leur raison. C'est un système très hiérarchisé, où l'intérêt de la cité est tellement absolu que Platon va jusqu'à proposer de supprimer la famille et la propriété privée pour les élites, juste pour être sûr qu'ils ne servent que l'État. Mais Platon, c'est aussi un grand pessimiste. Pour lui, tous les gouvernements qui existent dans le monde réel sont imparfaits et sont condamnés à se dégrader. C'est son fameux cycle de déclin. L'aristocratie, le gouvernement des meilleurs, finit par se corrompre, puis ça devient une oligarchie, le gouvernement des riches, qui mène à une démocratie. Et pour Platon, la démocratie, avec son obsession pour l'égalité, mène tout droit au chaos. Et la porte de sortie du chaos, c'est la tyrannie. Face à l'idéalisme de son maître Platon, Aristote, lui, va adopter une approche beaucoup plus scientifique. Il va observer, classer, cataloguer les constitutions existantes, un peu comme un biologiste le ferait avec des espèces animales. Et son critère principal, ce n'est pas juste de savoir qui gouverne, un seul, quelques-uns ou beaucoup, mais pour qui ils gouvernent. Est-ce pour le bien commun ou pour leur intérêt personnel? Et c'est là qu'on voit que pour lui, la démocratie n'est pas une bonne chose. C'est la version déviante, corrompue du gouvernement par le peuple.
Alors maintenant, on change de décor. On quitte la Grèce et ses grandes théories pour aller à Rome. Et les Romains, eux, sont beaucoup plus pragmatiques. Leur obsession, ce n'est pas de trouver le gouvernement parfait, mais de trouver le gouvernement qui dure, celui qui résiste à l'instabilité que les Grecs avaient si bien décrite. Et cette idée d'un cycle infernal, on la retrouve parfaitement chez l'historien Polybe. Lui, il est fasciné par la montée en puissance de Rome, et il est convaincu que l'histoire est une boucle sans fin. La monarchie devient une tyrannie, qui est renversée par l'aristocratie, qui se dégrade en oligarchie, qui est remplacée par la démocratie, qui elle-même finit par sombrer dans l'anarchie, le règne de la foule. Alors, comment les Romains comptaient-ils briser ce cycle infernal? Eh bien, c'est là qu'interviennent leurs fameuses constitutions mixtes. L'idée, c'est de prendre le meilleur des trois grands systèmes. On a les consuls, qui représentent l'élément monarchique, le pouvoir d'un seul. On a le Sénat, l'élément aristocratique, le pouvoir des meilleurs. Et on a les assemblées du peuple, l'élément démocratique. En mélangeant tout ça, ils espéraient créer un équilibre des pouvoirs, un système stable qui pourrait résister à l'épreuve du temps. Et puis, au-delà de l'organisation politique, il y a une idée romaine qui va avoir un impact énorme, celle que Cicéron va défendre, la loi naturelle. C'est l'idée qu'il existe une sorte de loi supérieure, universelle, gravée dans la raison et la nature, et que cette loi est au-dessus des lois créées par les humains. Même l'État doit s'y soumettre. Et c'est ici qu'on arrive à un tournant absolument majeur, parce que la République romaine s'effondre, et elle est remplacée par un empire. La question devient alors: qu'est-ce qu'il se passe pour la pensée politique quand on passe de la petite cité où tout le monde participe à un empire gigantesque dirigé par un seul homme? Le changement est radical. La question centrale n'est plus comment doit-on gouverner notre communauté, mais plutôt comment, en tant qu'individu, puis-je bien vivre ma vie sous le pouvoir d'un empereur? La politique active s'efface au profit de la morale personnelle. Et l'identité change aussi. On n'est plus d'abord citoyen d'Athènes ou de Rome, on devient un cosmopolite, un citoyen du monde. Et pour répondre à ces nouvelles angoisses, de nouvelles écoles de philosophie vont apparaître. Le cynisme, qui prône le rejet des conventions sociales. L'épicurisme, qui cherche le bonheur dans les plaisirs simples et la tranquillité de l'âme. Et surtout, le stoïcisme, qui enseigne à accepter sa place dans l'univers, à vivre en accord avec la raison et la vertu. Toutes ces philosophies ont un point commun. Elles offrent un guide pour la vie intérieure, maintenant que la vie politique extérieure est hors de portée. Et l'incarnation parfaite de cette nouvelle mentalité, c'est peut-être l'empereur Marc Aurèle lui-même. Voilà un homme qui est à la tête du plus grand empire de son temps. Et pourtant, dans ses écrits personnels, il se voit avant tout comme un simple citoyen du monde, un membre de la grande communauté humaine, avec des devoirs envers l'ensemble de l'humanité. Au final, ce voyage nous montre que la quête des anciens pour la société parfaite nous a tout légué. Les grandes questions, les mots pour en débattre, et même les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Mais en regardant nos propres sociétés, nos propres défis au XXIe siècle, la question reste entière. Est-ce qu'on est juste en train de répéter leur histoire, de tourner en rond dans le même cycle, ou est-ce qu'on a enfin appris quelque chose ?